Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet et attaquer les premières étapes de cet audit constitutionnel citoyen. Par quoi commencer? Bien, je vous propose de commencer par le texte plus ancien, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, celle du 26 août 1789 et non pas celle du 24 juin 1793, car nous savons tous qu'il y a eu plusieurs versions successives de cette DDHC, mais que c'est la première, celle de la rédaction bourgeoise d'août 1789, à une époque où la France n'était pas encore une république, mais une simple monarchie constitutionnelle avec un pouvoir exécutif entièrement entre les mains du roi. C'est cette rédaction qui a été choisie en 1971 pour être intégrée et faire partie de la Constitution actuelle. Il serait d'ailleurs intéressant d'étudier l'incidence du remplacement de cette version de 1789 par la version montagnarde de 1793 au sein de la Constitution actuelle, en regard notamment de la conformité ou pas d'un certain nombre de lois, mais bon, ce serait un autre débat fort instructif, mais à mener peut-être dans le cadre d'une communication ultérieure. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, intégrée au bloc constitutionnel français en 1971, sous le règne de M. Georges Pompidou. Article 1er de l'égalité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité publique. Alors la DDHC commence ainsi très fort en s'en mêlant d'emblée les pieds dans le délicat concept d'égalité, concept délicat certes, mais ô combien fondamental puisqu'il préside, pas moins, à la grande devise nationale, liberté, égalité, fraternité, inscrite sur tous les frontons des mairies de France. Ainsi, cet article liminaire du texte principal majeur de notre Constitution nous apprend que tous les citoyens sont égaux en droit, ce qui est tout de même la moindre des choses, et nous rassure sur le fait qu'aucun citoyen ne peut bénéficier de droits supérieurs à un autre, tout au moins devant la loi. Dont acte, car c'est bien ce qu'il faut comprendre de l'utilisation du terme « égal en droit », qui veut bien dire « égal devant la loi ». Mais nous remarquerons tout de suite que cette garantie minimale d'égalité devant la loi ne s'accompagne nullement d'une garantie d'égalité devant la vie sociale, c'est-à-dire d'une égalité des chances, ou encore d'une égalité des conditions d'accession à un revenu suffisant. Autre façon de formuler l'égalité des chances. Mais que, bien au contraire, la DDHC entérine l'inégalité sociale en l'affublant d'un critère abscon d'utilité commune. Utilité commune, critère à la fois peu clair et peu précis, double caractéristique, utilité commune, présentant par ailleurs l'insigne avantage de ne pas entrer en contradiction avec aucun autre article. Ce qui est très clair néanmoins, à la lecture de l'article 1 de cette DDHC, c'est que l'inégalité entre les citoyens, pudiquement dénommée distinction sociale, est entérinée. Entérinée comme un fait acquis, et même plus un fait constitutionnalisé, ce qui paraît incohérent avec la devise liberté, égalité, fraternité. Nous affecterons donc à l'article 1 de la DDHC une pénalité pour imprécision sur le terme distinction sociale, une pénalité pour imprécision sur le terme utilité commune,
et une pénalité pour incohérence entre l'affirmation de l'égalité et l'acceptation de l'inégalité, soit 2 pénalités pour imprécision et une pénalité pour incohérence. Là, l'objectif, effectivement, c'est un audit, donc avec une notation. Alors, l'introduction n'a pas été mise, elle fait partie d'une autre vidéo où on dit je vais étudier la Constitution, c'est-à-dire d'abord la DDHC, ensuite le préambule de la Constitution de 46, ensuite la Charte du gouvernement et la Constitution de 58, et puis on va avoir un système normatif de normes où on va regarder la clarté, la précision et la cohérence interne et externe. La cohérence interne, c'est la cohérence au sein d'un même article, si on s'aperçoit qu'il y a des choses contradictoires à l'intérieur d'un même article, et la cohérence externe, c'est qu'un même article va être contradictoire avec un autre article ou, disons, une loi de niveau inférieur. Donc, à partir de cette grille d'analyse extrêmement précise, que j'ai voulu rigoureuse, on va affecter donc des pénalités liées à l'imprécision, au manque de clarté et à l'incohérence. Donc, il s'agit effectivement de critiquer les articles un par un en disant tout simplement le caractère toxique ou pas qu'ils peuvent avoir par rapport à ce système de normes. Donc, en fait, on ne s'attache pas forcément au fond. Parce que sur le fond, on va pouvoir dire absolument tout ce qu'on veut, ce serait bien de faire ça, mais c'est pas bien de faire ça, oui, il faudrait mieux faire ça. Bon, là, on regarde simplement si ce qui est dit, c'est que c'est cohérent, c'est clair, est-ce que c'est contradictoire? Bon, ce qui fait que au niveau méthodologique, il faut se mettre d'accord pour effectivement prendre cet aspect vraiment objectif ou bien rentrer dans l'analyse subjective. Voilà. Bon, alors pour ce qui concerne l'élément objectif, si on décortique la phrase, les hommes naissent libres et égaux en droit. Libre, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que la liberté. Les hommes. Alors, bon, effectivement, là, ça vaut le coup, effectivement, de recontextualiser cet article parce que c'était la fin de l'esclavage. Bon. Avant la déclaration des droits de l'homme, il y avait encore de l'esclavage et effectivement, certains hommes pouvaient ne pas naître libres parce qu'ils n'étaient pas libres, parce qu'ils étaient attachés à un maître. Bon. Donc, effectivement, recontextualiser, mais bon, il faudrait le dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, en 1971, on annexe à la Constitution ce texte-là, bon, il faut avoir uniquement sur cet article 1, c'est le seul, je pense, qui a nécessité d'être recontextualisé, et uniquement pour la première phrase qu'il contient, c'est effectivement cette notion de liberté, parce qu'ensuite, la liberté, elle va se décliner en liberté positive, liberté négative, mais là, il s'agit bien uniquement de la liberté, c'est-à-dire que c'est le contraire de l'esclavage. Il n'y a plus d'esclavage, voilà ce que ça veut dire. Bon. Ensuite, égaux en droit, bon, eh bien, effectivement, là, on va avoir une contradiction interne, puisque immédiatement après, on dit qu'ils peuvent ne pas être égaux. Bon. Donc, cet article pose un vrai problème, et de ce point de vue, il n'y a rien pour le rattraper. Alors, la distinction sociale, on comprend bien ce que ça veut dire. Je pense que c'est très clair, une distinction sociale. C'est que socialement, on dit distinguer. Et le critère de distinction, c'est l'utilité commune. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus utiles, d'un point de vue commune, d'un point de vue bien commun, vont être plus utiles que d'autres. Donc, cette distinction sociale. Alors, on va retrouver ça. Évidemment, ça justifie le parrainage, ça, si on regarde bien. Bon, c'est-à-dire qu'on va avoir des candidats qui sont plus utiles, vont être jugés par le collège des 36 000 maires. Bon, alors là, l'utilité commune, par qui va-t-elle être jugée?
Alors, dans le système, dans l'article 44 du Code électoral, on te dit que l'utilité commune, là, elle va être jugée par le collège des maires. Bon, voilà, bon. Mais on s'aperçoit finalement que l'article 1 de la DDHC, il ouvre la possibilité de dire, bah oui, regardez l'article 1, il dit que on peut distinguer les gens selon leur utilité commune. Mais on ne dit pas qui en décide. Non, très bien, on ne dit pas qui en décide. Mais écoutez, plus loin, nous, dans l'article 44 du Code électoral, on dit que c'est les maires. Hein, tu vois? Voilà comment on ouvre, disons, le champ de l'arbitraire en mettant des articles qui sont ni précis, ni clairs, ni cohérents. Déjà d'emblée avec l'article 1. Ça commence bien.